Madame, Monsieur, bonsoir. Au 23e jour depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine, le FMI estime que ce conflit coûtera à l'Ukraine au moins 10% de son PIB. Dans le même temps, l'ONU tire la sonnette d'alarme pour les 25 pays africains qui importent leur blé de Russie et d'Ukraine. Sur le plan énergétique, l'Inde acquiert 3 millions de barils de pétrole russe malgré les sanctions occidentales, ce qui, selon les États-Unis, pourrait remettre en question la position de l'Inde dans l'histoire. Et enfin, on parlera de cette interdiction d'accès du personnel russe et biélorusse au Parlement européen. Tous ces points seront développés, débattus et décortiqués avec nos invités ce soir. Monsieur Driss Cherif, vous êtes politologue algérien, vous êtes en direct avec nous depuis le téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Nabil Djemha, économiste, nous rejoindra dans quelques instants via Skype. On entame donc cette émission avec ces chiffres. Le conflit coûterait à l'Ukraine au moins 10% du PIB selon les premières estimations du FMI, qui redoute jusqu'à 35% de baisse. Monsieur Cherif, quels sont les secteurs d'après vous qui risquent d'être touchés directement ? Évidemment, la première chose, le premier secteur auquel on pense, qui est l'un des intrants le plus important pour l'économie mondiale, c'est l'énergie, bien entendu, le gaz et le pétrole. Il faut savoir que la Russie est un des producteurs majeurs au niveau mondial, mais aussi au sein de l'OPEC+, mais aussi premier producteur mondial du gaz et premier exportateur aussi pour l'Union européenne, c'est l'équivalent de plus de 150 milliards de mètres cubes de gaz injectés chaque année. Donc, et le gaz, ce n'est pas uniquement la consommation journalière quotidienne des consommateurs, mais aussi pour l'industrie, pour tout le tissu industriel. Oui. Dans une économie mondialisée où, si vous voulez, très interconnectés, tous les segments sont connectés les uns aux autres. Oui. Vous savez que le pétrole et le gaz notamment est un intrant indispensable dans des matières premières comme l'aluminium, le nickel et même aussi dans la production de ce qu'on appelle des engrais azotés. Donc éventuellement une augmentation, c'est-à-dire une interruption, ce qu'on pourrait appeler des chaînes d'approvisionnement, notamment pour le secteur de l'énergie, aura un effet de domino sur les autres secteurs de l'industrie, à savoir l'industrie agroalimentaire, oui, mais aussi les autres industries comme l'aéronautique, l'informatique, notamment pour certains produits comme l'aluminium, mais aussi pour l'industrie automobile. Donc, vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a des secteurs qui sont très vulnérables, mais on pense prioritairement, dans le cas présent, pour l'industrie, pour l'agriculture, notamment pour ce qui est des céréales, qui aura pour ce qui est des engrais et tout, qui est un intrant indispensable. Donc, c'est un secteur qui sera lourdement impacté. Justement, vous venez de citer tous ces secteurs qui risquent d'être touchés par cet impact que ce conflit aura sur le PIB. Mais comment est-ce que ça va se traduire concrètement sur le terrain? Ça va peut-être toucher les portefeuilles, ça va peut-être toucher les salaires, les prix des produits alimentaires, peut-être une inflation. Qu'en pensez-vous? En fait, c'est-à-dire qu'en premier lieu, si on pense à l'énergie, à titre d'exemple, c'est-à-dire qu'une interruption, par exemple, des exportations russes vers des pays européens ou vers certains pays, cela entraînera bien entendu une rarification, une diminution, ce qu'on appelle des approvisionnements, et un renchérissement des prix qui se répercutera aussi sur les factures, aussi bien le prix à la pompe, les prix ce qu'on appelle des gaz pour les ménages, mais aussi pour certaines industries comme par exemple certaines matières premières comme l'aluminium et le nickel, cela d'une part. D'autre part, par exemple, pour ce qui est de l'agriculture. Actuellement, l'action militaire russe en Ukraine, il y a ce qu'on appelle les ports qui sont actuellement sous l'occupation russe, qui bloquent un petit peu l'acheminement du blé et des céréales à l'échelle internationale. Il y a des pays qui dépendent fortement des céréales, du blé ukrainien et russe, qui seront lourdement impactés. On pense à des pays de l'Afrique du Nord comme l'Égypte qui importe plus de 80% de ses besoins en blé de la Russie et d'Ukraine, qui est le premier importateur avec plus de 11 millions de tonnes par an. On pense éventuellement à la Tunisie, on pense au Maroc et dans une certaine mesure à l'Algérie qui n'est pas très dépendante du blé russe
et ukrainien, mais on pense actuellement à des pays qui sont, notamment les pays européens, qui sont très dépendants au niveau énergétique du gaz russe. Oui. Donc cela, c'est-à-dire que se répercutera uniquement, comme je l'ai dit, au prix de la pompe pour l'énergie, pour les ménages aussi, mais aussi pour l'industrie. La transition est toute faite. Apparemment, ce n'est pas seulement en Ukraine que des signes de crise vont émerger, mais également dans d'autres continents, à savoir l'Afrique. Près de 25 pays africains importent plus d'un tiers de leur blé de Russie et d'Ukraine. Un constat fait par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. L'Afrique a donc importé pour 3,7 milliards de dollars de blé, soit 32% du total des importations africaines de blé en provenance de Russie, et pour 1,2 milliard en provenance d'Ukraine, soit 12% du total des importations africaines de blé. Voilà, on a les chiffres devant nous. Comment ce conflit risque de ralentir, risque de retentir sur la reprise économique africaine, Monsieur Cherif? Bien entendu, on vient d'évoquer les chiffres. Pour ce qui est de l'importation, ce qu'on appelle des matières, des produits alimentaires, notamment le blé, j'ai évoqué le cas de l'Égypte. L'Égypte a elle-même, par exemple, 11 millions de tonnes, 11 millions et demi plus précisément pour 2020, l'Égypte a importé l'équivalent de 11,6 millions de tonnes de quantité de blé. Ça fait de l'Égypte le premier importateur au monde. Donc la facture des gens pour nous risque d'augmenter davantage. Ce qui dit une interruption, ce qu'on appelle de quantité de blé importé, entraînera inévitablement une augmentation des prix, ce qu'on appelle comme les prix du pain, par exemple. C'est des pays qui dépendent dans le pain est un élément indispensable dans la consommation. Cela entraînerait bien entendu une augmentation des prix du pain, des prix de la farine et tout ce qui s'ensuit. Donc on risque d'assister à une crise alimentaire qui impactera des pays lourdement, par exemple des pays qui dépendent aussi bien dans l'Afrique subsaharienne, oui, aux plus pauvres, ce qu'on appelle les PAM, les pays les moins avancés, oui, mais des pays aussi dont les matières, dont les céréales est un élément fondamental dans l'agriculture. Le Bénin, par exemple, le Bénin, Monsieur Cherif, qui dépend à 100% du blé russe. Le premier producteur exportateur, ce qu'on appelle des engrais azotés, et cette guerre pourrait entraîner ce qu'on appelle une interruption, plutôt une perturbation dans l'exportation de ces engrais dans certains pays en Afrique dont l'agriculture dépend fortement de ces intrants. Oui. Donc ces intrants est un élément indispensable dans ce qu'on appelle dans le tissu agricole, et cela risque d'avoir des répercussions très néfastes sur leur sécurité alimentaire. Monsieur Cherif, je vous disais, le Bénin qui dépend, lui, à 100% du blé russe, comment va-t-il s'en sortir? Il n'a même pas le pouvoir de stockage. Pour s'en sortir, c'est-à-dire que la première chose, c'est de trouver ce qu'on appelle des sources alternatives. Dans le cas d'espèces, c'est vrai que la Russie et l'Ukraine, c'est des pays, à eux deux, représentent 30% des exportations mondiales. Donc, si on enlève ces deux pays, ça veut dire qu'il reste d'autres pays comme le Canada, comme la France, à un moment donné, comme la Roumanie et autres. Donc, ces pays africains doivent trouver des solutions de recherche, sauf que là, le problème qui va se poser, c'est que cette solution de recherche implique quoi? C'est que le prix du blé va augmenter. D'ailleurs, dans les bourses mondiales, le prix a augmenté, il est passé de $250 à $355. Donc ces pays-là se retrouvent dans une situation très délicate où les pressions budgétaires iront s'accentuant. Donc le prix de ce qu'on appelle la facture alimentaire va augmenter davantage, va redoubler. Donc cela mettrait ces pays dans une terrible pression de trouver déjà ce qu'on appelle des solutions alternatives, mais aussi de trouver les moyens financiers pour pouvoir importer des quantités considérables de blé à des prix que ces pays-là ne pourront pas supporter. Donc inévitablement, cette guerre entraînera, si vous voulez, des répercussions négatives sur la sécurité alimentaire, mais aussi sur les budgets de ces pays qui devront faire des arbitrages très difficiles entre l'importation de quantités considérables de blé et de céréales à des prix qui seront doublés, mais cela au détriment de certains secteurs fondamentaux. Donc là, ils se retrouvent dans une situation, dans une quadrature de cercle, si je puis dire, qui serait très difficile à gérer. Oui, des solutions de rechange, mais le temps presse, Monsieur Cherif. Le pays n'a pas le temps peut-être d'aller vers d'autres pays. Il préfère peut-être garder la réserve, surtout en temps de crise.
Bien entendu, je sais que le problème fondamental, vous l'avez bien dit, c'est les réserves stratégiques. Tout dépend maintenant. Maintenant, les pays, il y a des pays actuellement, on parle de réserves stratégiques dans les grandes puissances. Les pays sont entre 3 mois et 6 mois. Certains pays africains se retrouvent dans des réserves stratégiques de 6 semaines à 18 jours. Donc la question qui se pose actuellement, ont-ils fait des réserves auparavant, ont-ils fait un travail d'anticipation de crise, de gestion, ce qu'on appelle de prospective, et d'avoir importé suffisamment de quantité pour pallier et faire face à une crise, ce qu'on appelle cette crise inattendue, ou bien sont-ils reposés sur leur laurier, ils se sont dit que finalement c'est une crise qui finira par être résolue de façon diplomatique et qu'on pourrait importer comme d'habitude. Donc le problème se pose, c'est y a-t-il eu un travail d'anticipation, ont-ils préparé ce qu'on appelle des réserves stratégiques, et de l'ordre de quoi? Est-ce que de 3 mois, 6 mois, 9 mois, parce qu'on ne sait pas comment la trajectoire que la crise va se dérouler, est-ce que la guerre va se prolonger dans le temps, ou bien c'est une question de 2 semaines, 3 semaines. Oui. Donc tout le problème est là de réserves stratégiques. Forcément, on est dans ce qu'on appelle dans un tableau de pertes et de profits. Il y a des pays qui seront dans le tableau des profits et d'autres dans la cage des pertes. Monsieur Nabil Djemaah, qui vient de nous rejoindre via Skype. Bonsoir, Monsieur Djemaah. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu présent. Donc, nous le disions à l'instant avec Monsieur Driss Cherif, qui est également en direct avec nous via téléphone. Nous nous sommes intéressés à l'Afrique, qui a importé pour 3,7 milliards de dollars de blé, soit 32% du total des importations africaines, je le répète, de Russie, et 1,2 milliard en provenance d'Ukraine, soit 12% du total des importations. Nous avons également mentionné que près de 25 pays africains importent plus d'un tiers de leur blé de Russie et d'Ukraine. Comment ce conflit risque de ralentir et de retentir sur la reprise économique africaine, Monsieur Djemaah? Malheureusement, pour les pays africains, c'est très douloureux parce que la quasi-majorité des importations de blé sont importées de Russie, de l'Ukraine et de l'Europe et de l'Amérique latine. Maintenant, avec la crise actuelle, il n'y a pas que les pays africains, hein. Même certains d'autres pays, ils ont actuellement des problèmes parce que 30% de la production mondiale est produite par l'Ukraine et la Russie. Donc les 30% avec le problème de la guerre, maintenant, même sur le plan logistique, il est difficile d'acheminer ces quantités. Oui. Bon, heureusement, pour certains pays, ils ont constitué un stock de sécurité à leur niveau, mais d'autres pays, non. Les pays qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas constitué de stock. Donc maintenant, est-ce que les États-Unis et l'Europe sont capables, c'est-à-dire de remplacer la quantité manquante de 30%? Je ne pense pas. Ce qui a fait grimper les prix du blé, il est passé de 230 $, il est à 406. Donc, c'est très douloureux pour les pays africains qui n'ont pas d'argent. Maintenant, il n'y a pas que le blé, il y a d'autres produits, l'aliment de bétail, il n'y a pas que le blé, même il y a l'aliment de bétail qui est nécessaire pour les viandes rouges et les viandes blanches. Donc, tout ça, ça va créer une crise si jamais les négociations n'aboutiront pas entre la Russie et l'Ukraine et l'OTAN. Donc, maintenant, d'après les informations qu'on a, ils ont toujours laissé, maintenant, les sanctions contre la Russie, ils ont toujours laissé la Russie vendre certains produits, comme le gaz, mais ils leur ont interdit les produits de haute technologie. Donc là, l'Afrique, vraiment, maintenant, c'est une très bonne leçon pour l'Afrique, même pour l'Algérie, pour investir dans le blé et aller vers les productions stratégiques. Donc, parce que surtout l'Algérie, en tant que pays africain, nous importons 75% de notre consommation nationale. Donc,
Bon, les gens rassurés que les stocks de sécurité, nous avons les stocks de sécurité pour une année. Bon, il faut le vérifier parce qu'il faut vérifier ça, mais il ne faut pas faire les mêmes erreurs des années passées. Il faut aller vers la production du blé en Algérie. Parce que ce n'est pas normal, avec 42 millions d'hectares de terrain arable en Algérie, et oui, nous ne pouvons pas subvenir à nos besoins. Donc c'est une erreur stratégique en Algérie. On a vu plusieurs plans de développement agricole et tout, et nous sommes toujours dépendants de 75%. Monsieur Djemra, on va s'intéresser sur le plan continental. Hein. Je vais peut-être apporter quelques chiffres. Le Soudan qui a 70%, l'Égypte à 60%, la République démocratique du Congo à plus de 50%, la Somalie jusqu'à 70% du blé ukrainien, la Tunisie à 50%, 40% pour la Libye. Ce sont des pays qui sont déjà au bord de la crise sociale ou alimentaire, ou bien même qui vivent des conflits sociopolitiques. Ne risque-t-on pas de se retrouver avec des scénarios de famine semblables à ceux des années 80? Non, pour la famine, non. Pour arriver à la famine, je ne pense pas, parce que les autres pays comme les États-Unis, l'Europe, ils produisent plus de 70%. Donc le blé, il est là. On peut, c'est-à-dire les États-Unis, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent dominer le monde. Donc ils veulent intervenir avec du blé, comme ils l'ont fait depuis mais peut-être que des pays comme les États-Unis ou le Canada préféraient garder leur stock en temps de crise plutôt que de le revendre à d'autres pays. Non, mais ils ont un stock suffisamment pour eux. Donc, ils utilisent ce stock comme une arme verte. Donc, c'est une arme verte. Ils te donnent du blé, mais tu dois le soutenir. C'est ça. Ils veulent l'hégémonie américaine. Actuellement, c'est des jeux, même pour le pétrole. Aujourd'hui, la Russie ne peut... si la Russie ne... Et après que... il semblerait qu'il y ait un problème de connexion. Nous reviendrons vers vous, Monsieur Nabil Boudjama. Djemra, plutôt, le temps que l'équipe technique remette la connexion en place. Et après que les sanctions aient touché le monde du spectacle et le monde sportif, il semblerait que la hargne européenne n'épargne personne, pas même le personnel russe et biélorusse au sein même du Parlement européen. Ils sont interdit d'accès aux instances de l'hémicycle, interdit d'accès dans les locaux carrément, annonce faite par Roberta Metsola, présidente du Parlement européen via Twitter, qui stipule, je cite, à compter d'aujourd'hui, le personnel diplomatique et gouvernemental de la Russie et de la Biélorussie n'a pas le droit d'entrer dans les locaux du Parlement. Fin de citation. Est-ce que ces sanctions, Monsieur Cherif, ne dépassent pas toutes les limites et les règles de la diplomatie? Bien entendu, c'est-à-dire qu'actuellement, après qu'ils aient suspendu l'adhésion de la Russie au Conseil de l'Europe, c'est-à-dire qu'on passe à une étape, ce qu'on appelle dans l'escalade, si je puis dire. Parce que ce qui est frappant actuellement, au moment où les Russes et les Ukrainiens négocient pour une sortie de crise, un cessez-le-feu, une solution mutuellement avantageuse pour les uns et les autres, nous assistons quelque part au niveau multilatéral, ce qu'on appelle des acteurs externes à la crise, qui sont très influents, à une sorte d'escalade, à la fois les sanctions économiques et les sanctions qui sont au niveau sportif, au niveau médiatique, au niveau culturel et tout. Nous en arrivons même au niveau symbolique, c'est-à-dire interdire l'accès. C'est-à-dire que ce genre de gestes et ce genre d'actes plutôt plaide vers une stratégie d'escalade, plaide vers une stratégie, si vous voulez, comme dirait le pot de fer contre pot de terre. Donc, ce n'est pas ce genre d'acte qui puisse aider, si vous voulez, à créer un climat apaisé, un climat détendu pour que les uns et les autres puissent parvenir à trouver une solution à la crise. Parce que déjà que la crise se complexifie davantage en prenant une dimension, si vous voulez, multilatérale avec l'implication des grandes puissances et qui est en train de devenir une crise mondiale du fait de son impact économique. Au niveau européen, ce genre d'action, si vous voulez, n'aide pas, si vous voulez, ne facilite pas un petit peu la tâche. C'est-à-dire que ça ne fait qu'un petit peu pousser le côté russe à un sort de raidissement, à un sort, pas, je dirais, entre guillemets, une radicalisation des positions, mais
Quoi, il y a une certaine volonté de pousser la Russie vers ses retranchements, c'est-à-dire que l'acculer davantage. Or, dans le cas d'espèce, lorsqu'il s'agit de négociations, il s'agit de créer les conditions pour qu'il y ait un apaisement, pour que les uns et les autres puissent faire des concessions. Ce genre d'action, au contraire, reviendrait à déverser de l'huile sur le feu et pousserait même les Russes à s'arc-bouter sur ces positions et refuser d'accorder des concessions. Donc, apparemment, des concessions, faire des concessions, des ouvertures pour trouver des solutions qui seraient bien dans l'intérêt des uns et des autres. Et par ce comportement, est-ce que le Parlement européen ne serait pas en train de mettre de l'huile sur le feu, M. Chelef? Bien entendu, c'est-à-dire que, en fait, de jour en jour, les Européens, les Occidentaux déversent de l'huile sur le feu. C'est-à-dire interdire les sportifs russes de prendre part à des activités, même les Jeux paralympiques, me semble-t-il, que les athlètes russes ont été interdits et même, il faudrait que je confirme l'information bien entendue, mais oui. Interdire sur le plan médiatique la diffusion des chaînes comme Russia Today et les versions anglophones et la version francophone. Pas plus tard qu'hier, le bureau de la chaîne Russia Today en Grande-Bretagne a été fermé par l'autorité émettrice des gens en Grande-Bretagne. Donc ce genre d'action, si vous voulez, participe dans une volonté, bien entendu, d'aller vers l'escalade. Et je n'exclus pas qu'il y ait d'autres actions à venir, c'est-à-dire que là, ça démontre une certaine velléité que, quelque part, on est en train de pousser les Ukrainiens vers une sorte plutôt le conflit vers une sorte d'impasse, pour arriver vers une escalade dont les plus grands perdants seraient, bien entendu, les Européens, les Ukrainiens, et les bénéficiaires, ce sont des grandes puissances en dehors de l'Europe. Monsieur Chelef, apparemment, l'Europe emploie une politique binaire, peut-être que vous le conviendrez avec moi, du noir ou du blanc. Il n'y a pas de place pour une zone grise, si j'ose dire, finalement. Ça rappelle étrangement le discours de George W. Bush après les attaques du 11 septembre. Ceux qui ne sont pas avec l'Amérique sont contre l'Amérique. Qu'en pensez-vous? Non, curieusement, il y a d'un côté un certain manichéisme de la part des Européens, où vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Mais quelque part, au sein de l'Europe, il y a cette sorte de solidarité, elle est en train de s'effriter et s'effilocher. Il y a des brèches quelque part, même sur le plan économique par exemple. Lorsqu'il s'agit de prendre des sanctions, et la réunion des 27 à Versailles, la semaine dernière l'a démontré, lorsqu'il s'est agi d'imposer l'embargo sur le gaz russe et le pétrole russe, il n'y a pas eu de consensus. Il y a des pays qui sont fortement dépendus, se sont levés en premier à haute voix pour dire qu'ils refusent qu'une telle décision, que des sanctions soient élargies au gaz russe, notamment pour l'Europe. Donc, quelque part, nous assistons, si vous voulez, à une sorte de solidarité pour ce qui est de certaines mesures symboliques, mais lorsqu'il s'agit de toucher les intérêts stratégiques, les Européens ne parlent pas de la même voix. Pour la simple et bonne raison, parce qu'ils savent pertinemment que le plus grand perdant de cette guerre, c'est les Européens eux-mêmes, parce que c'est une guerre qui est... l'histoire est là pour nous le rappeler, que les guerres les plus meurtrières sont déroulées en Europe. La première et la seconde guerre mondiale, la guerre des Balkans dans les années 90. Donc là, quelque part, nous assistons à une sorte de, si vous voulez, un petit peu de schizophrénie, si je puis dire, de la part de ces Européens, où lorsqu'il s'agit des intérêts économiques, ils sont là, ils ne parlent pas de même voix. Chacun, c'est ce qu'on appelle le cri de chacun va pour soi. Mais lorsqu'il s'agit de mesures symboliques pour enfoncer davantage, bloquer les négociations, ils partent d'une seule voix. Donc, on va avec le Parlement européen qui a adopté une telle décision qui voit d'un point de vue moral qui dépasse tout entendement, c'est-à-dire interdire aux diplomates russes d'entrer dans les instances européennes. Il ne reste que demain, on interdirait par exemple à la délégation russe d'entrer au siège des Nations Unies ou même de certaines organisations internationales. Monsieur Chelef, ce qui explique peut-être pourquoi nous n'avons vu aucune proposition de médiation jusqu'à présent. Européenne, j'entends. En fait, les Européens savent pertinemment qu'ils sont les plus grands perdants dans cette affaire. Parce que si demain, si guerre il y a, c'est-à-dire si l'on suppose, plutôt on va vers l'hypothèse d'une accentuation de la crise
que les choses se développent davantage, on va aller à ce qu'on appelle le scénario du pire, les conséquences sur l'Europe seront terribles, à la fois économiques, sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan humain. Donc c'est les Européens eux-mêmes qui auront la lourde charge de supporter les effets néfastes d'une telle guerre. Ça d'une part. D'autre part, pour ce qui est de l'Europe, leur incapacité. Déjà, l'Europe, ce qu'elle a démontré, c'est qu'elle est très fragile, vulnérable sur le plan stratégique et militaire. Elle reste toujours dépendante du parapluie stratégique otanien américain. Oui. Troisième élément, ça a démontré que l'Europe ne parle pas de la même voix, à part les sanctions contre l'Ukraine, mais sur le plan économique, c'est une Europe qui est très fragilisée. Quatrième élément, et ceci amène à la quatrième conclusion, qui est une conclusion, pourquoi l'Europe n'arrive pas à offrir la médiation dans la simple raison parce qu'elle n'est pas un acteur, si vous voulez, neutre, honnête. Ce qu'on appelle un médiateur est censé être ce qu'on appelle accepté par les deux parties. Or, les Russes ne peuvent pas accepter une médiation de la part de pays qui l'enfoncent davantage. Donc, ce qui fait que, dans le cas présent, entre Russes et Ukrainiens, donc les deux, aussi bien les Russes et les Ukrainiens, cherchent un médiateur qui puisse rapprocher, c'est-à-dire accepter de part et d'autre. Or, dans le cas présent, l'Europe ne peut pas être un médiateur dans la mesure où elle est impliquée dans cette guerre en soutenant l'Ukraine contre la Russie. D'accord. On va s'intéresser à présent au sud-est de l'Ukraine, direction Mariupol, assiégée désormais par l'armée russe. Les combats font rage dans le centre-ville de Mariupol, justement, et le port stratégique, selon donc le ministère russe de la Défense. Monsieur Shelif, très rapidement, pourquoi toute cette concentration sur Mariupol, plutôt ? Mariupol, c'est une ville très importante parce qu'elle est proche de ce qu'on appelle le port d'Odessa et dans la stratégie actuellement des deux, notamment la stratégie russe, c'est isoler l'Ukraine en bloquant tous les accès, notamment les accès maritimes. Tout ce qui est les ports, notamment pour ce qui est de l'acheminement des armes, mais aussi pour ce qui est des exportations de l'Ukraine. On parle de blé, tout à l'heure on a parlé du blé, donc tout ce qui est les matières premières. Donc la stratégie d'encerclement adoptée par la Russie commence bien entendu par bloquer les accès, notamment les accès du sud, là où il y a les ports, les accès vers la mer, donc c'est quelque chose de stratégique. Donc c'est une façon aussi d'encercler l'Ukraine, mais aussi de l'affaiblir davantage et empêcher tout acheminement de l'aide de l'Ukraine, plutôt de l'extérieur vers l'Ukraine. Donc c'est classique un petit peu dans les stratégies militaires, c'est-à-dire de miser plutôt tout ce qui est stratégique en termes de communication à la fois aérienne, communication terrestre, mais aussi de communication maritime. Dans le cas d'espèce, oui, l'occupation, si vous voulez, des ports devient très stratégique pour l'armée russe. Et Mariupol, Monsieur Shelif, qui a vu l'évacuation de pas moins de 30 000 personnes en une semaine depuis le début de l'offensive. Donc le nombre de réfugiés ukrainiens ne cesse d'augmenter. Les autorités de la ville ont annoncé que 80% des structures d'habitation de la ville ont été détruites. On regarde ce récapitulatif de Sourila Akilal. On revient tout de suite. Pas moins de 30 000 civils ont quitté Mariupol depuis une semaine pour se rendre à Zaporizhia. Selon le conseil municipal, la situation actuelle à Mariupol est critique. Avec une pénurie de nourriture et d'eau, la population cherche à s'éloigner rapidement de cette ville où les combats font rage. Tout a disparu. Notre voiture, notre appartement, notre garage. Tout ce que nous avons réussi à sauver, c'est une couverture qui s'est envolée par la fenêtre. Il était même impossible de sortir du sous-sol. La maison a commencé à s'effondrer. Les cadavres sont enfouis sous les décombres depuis 7 jours. Plus de 350 000 habitants de Mariupol continuent de se cacher dans des abris et des sous-sols pour échapper aux bombardements continus. Le conseil municipal a estimé qu'environ 80% des structures d'habitation de la ville sont détruites et 30% irrémédiablement perdues. Nous n'avons rien à manger, c'est horrible, c'est juste horrible. Pas de lumière, pas de chauffage, rien. Nous essayons de survivre d'une manière ou d'une autre. Ma mère vit à Makivka, je ne peux même pas lui dire que je suis en vie. C'est cruel, mon enfant a faim, je ne sais pas quoi lui donner à manger. Mariupol, ville portuaire stratégique de la mer Noire, est assiégée depuis plus de 2 semaines par les forces russes.
Les dernières évacuations aggravent davantage la crise des réfugiés que connaît l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe. Monsieur Driss Cherif, en revanche, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne médiatise pas, c'est qu'il y a également des Ukrainiens qui sont en train de rentrer chez eux. S'ils rentrent chez eux, ça veut peut-être dire quelque part que la situation n'est pas si catastrophique. Qu'est-ce qui explique cette volonté de retour alors que le pays est toujours en conflit, et pourquoi ce point n'est pas occulté par les médias d'après vous? Enfin, c'est-à-dire que, pour revenir à Mariupol, parce que c'est une ville qui est au sud-est, et notamment au sujet de la mer d'Azov, qui est une mer très stratégique, comme je l'ai cité tout à l'heure, depuis l'annexion, ce qu'on appelle de l'île de Crimée en 2014. Mais pour ce qui est de retour des Ukrainiens, en fait, je crois qu'il faudrait faire très attention à cette propagande occidentale. C'est-à-dire qu'on a tendance à nous montrer des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'Ukrainiens qui fuient leur pays vers en essayant de trouver refuge dans certains pays voisins comme la Pologne notamment, la Bulgarie ou la Hongrie. Mais par la même occasion, on ne parle pas de ce qu'on appelle d'Ukrainiens qui rentrent chez eux. La propagande ukrainienne dit que ceux qui rentrent chez eux, c'est dans une volonté de rejoindre le peloton, plutôt l'armée qui essaie de combattre contre les Russes. Mais d'un autre côté, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'on est dans une guerre, si vous voulez, dans une guerre d'image. Bien entendu, c'est une guerre d'image, une guerre de Russie. Celui qui détient les images, qui diffuse les images, qui impose son récit, pourra, si vous voulez, influencer sur l'opinion publique internationale, mais aussi donner l'orientation que cette guerre puisse prendre. Donc, éventuellement, cela prouve aussi que, en fin de compte, on est dans une salle, les médias occidentaux ont tendance à dépeindre que l'Ukraine comme un pays assiégé, comme un pays au bord, si vous voulez, il est à deux doigts d'être ravagé. Mais cela prouve que si des Ukrainiens rentrent, ça prouve aussi que la situation ne se n'est pas comme aussi catastrophique comme les médias occidentaux ont tendance à la présenter. Donc là, je crois qu'il y a une guerre médiatique dont il faut, qui est très importante, parce que la guerre, ce n'est pas uniquement sur le terrain militaire, ce n'est pas uniquement l'économie, mais c'est aussi les images. Et les Russes, là, il y a une guerre de Russie, donc ce qui fait que les médias occidentaux, et même certains médias arabes qui sont mis à la partie, ont tendance à nous montrer qu'en fin de compte, que nous voyons le drame humain, des Ukrainiens victimes d'une barbarie comme elle est dépeinte par les médias occidentaux, donc qui fuient leur pays. Donc là, ce retour d'Ukrainiens vers leur pays démontre aussi qu'à un moment donné, il faut nuancer un petit peu. Il faudrait prendre les choses avec beaucoup de réserve. Oui. Et que tous les images qui nous sont montrées, parfois, ce n'est pas de vraies images. Quelque part, participent à une certaine propagande occidentale pour enfoncer davantage la Russie. Voilà, on assiste donc à une vraie guerre médiatique. Et on va retourner au chapitre économie pour cette dernière partie, énergétique en particulier. D'un côté, nous avons les Pays-Bas qui gèlent plus de 200 millions d'euros d'avoirs russes pétrole. Et de l'autre, nous avons l'Inde qui acquiert 3 millions de barils de pétrole russe. Et ce, malgré les sanctions occidentales. L'Inde qui, rappelons-le, n'avait pas imposé de sanctions selon un responsable local. Il ajoute que son pays espère en acquérir davantage malgré l'opposition occidentale. Monsieur Driss, peut-on interpréter cet achat comme un défi face à l'Europe, ou sont-ils en train de continuer à faire rouler leur importation comme d'habitude dans le cadre de la coopération de l'accord du BRIC? En fait, il n'y a pas que l'Inde qui a bravé les sanctions occidentales, il y a aussi le Mexique qui a refusé d'appliquer les sanctions sur la Russie. Bien entendu, c'est-à-dire que cette crise, c'est une aubaine pour certains pays. Par exemple, l'Inde, qui est un pays très dépendant en termes, qui est une grande nation industrielle et qui dépend dans l'énergie, la consommation énergétique, elle est très très élevée, elle est très très forte. Donc, en même titre que la Chine, l'Inde continue à importer du pétrole russe. Cela constitue, si vous voulez, une soupape de sécurité pour la Russie. Donc, il y a le versant asiatique qui est un marché ouvert. Et au même titre, par exemple, pour le Nord Stream 1, qui continue aussi à irriguer l'Europe en gaz russe. Donc, la Chine, l'Inde ici, comme
une grande puissance, comme une économie très florissante. Donc il y a une certaine façon de résistance face aux sanctions occidentales. Donc là, des pays comme l'Inde, par exemple, qui dépendent au même titre que la Chine, qui dépendent de l'énergie, n'ont pas intérêt à appliquer à la lettre les sanctions occidentales, car cela reviendrait à mettre en danger leur tissu économique. Complètement. Par la même occasion, ces sanctions sont paradoxalement une aubaine pour ces pays, parce qu'à un moment donné, si les Russes se retrouvent, si les sanctions iront crescendo et que les Russes se retrouvent dans l'obligation de vendre leur pétrole et leur gaz, cela les obligerait à négocier les prix, pas au prix au marché, c'est-à-dire donnerait l'avantage à l'Inde et à la Chine, bien entendu, d'imposer le prix qu'ils veulent, c'est-à-dire acheter le prix qu'ils veulent, parce qu'ils profitent de la situation d'encerclement de la Russie pour avoir un prix de l'énergie qui leur soit très favorable. La Maison-Blanche, qui n'est pas restée sans réaction, la porte-parole Jen Psaki a déclaré que les achats de pétrole russe par l'Inde ne violent pas les sanctions américaines. Cependant, elle a exhorté l'Inde à réfléchir à la position qu'elle souhaite occuper dans les annales de l'histoire. On revient à notre question de tout à l'heure qu'on va reformuler autrement. Monsieur Driss Cherif, faut-il absolument se positionner dans cette crise ou obliger le monde à le faire, surtout pour une Amérique qui a toujours privilégié ses intérêts? En fait, cette crise, comme toute crise d'une ampleur, si vous voulez, d'un point de vue géographique, d'une ampleur mondiale ou d'une ampleur, c'est-à-dire mondiale d'un point de vue de ses implications, oblige à des positionnements. Sauf que le positionnement n'est pas symétrique. Si vous voulez, selon qu'on est une petite puissance, moins une grande puissance, le positionnement n'est pas le même. C'est-à-dire, vous demandez à un pays africain qui n'est pas un acteur agissant des relations internationales de prendre une position par rapport à cette crise, constituerait cela un suicide politique et un suicide économique. Bon, toute proportion gardée, bien entendu, mais pour une grande puissance comme l'Inde ou la Chine, le positionnement serait, on va dire, moins compliqué. Je dirais moins compliqué dans la mesure où ces pays disposent d'un certain levier de puissance, disposent de certains atouts et de capacités d'influence qui leur prémuneraient, si vous voulez, de toute sanction et qui pourraient inciter l'autre acteur à réfléchir à deux fois à vouloir les sanctionner. D'accord. Donc, Monsieur... quelque part, oui. Oui, Monsieur Nabil Djemra vient tout juste de nous rejoindre. L'équipe Si vous permettez, j'aimerais développer ce point, si vous permettez, très brièvement. Continuez très brièvement, parce qu'il nous reste à peine une minute. Que, quelque part, par exemple, pour les États-Unis, elle essaye de non pas d'enrôler de ces pays comme la Chine et l'Inde pour les soutenir, mais plutôt de négocier leur neutralité. Oui. Parce qu'on ne peut pas, comme des pays comme l'Inde et la Chine, leur demander, leur imposer un soutien massif à leur action occidentale, et sachant que la nature, ce qu'on appelle des enjeux, le positionnement des uns et des autres, mais plutôt ce que cherchent les Américains et les Occidentaux, c'est de négocier la neutralité de ces deux acteurs, notamment la Chine. À savoir, si vous ne voulez pas nous soutenir, ne soutenez pas la Russie. Donc, quelque part, ces pays-là, ils ont les moyens un petit peu, ils ont une certaine marge de manœuvre de pouvoir négocier leur neutralité, mais en payant un prix qui n'est pas très très fort. Oui. Donc, même si demain il y aura des sanctions de l'énergie, il est vrai qu'il faudrait que ça soit un risque très calculé. Très bien, le message est passé. Merci Monsieur Driss Cherif. Je m'adresse à vous à présent, Monsieur Nabil Djemra. Nous avons rétabli la connexion en fin d'émission. Il nous reste à peine quelques secondes. Le dernier mot est pour vous. Que pensez-vous justement de cet achat de 3 millions de barils de pétrole à la Russie fait par l'Inde? Quelle est votre lecture de cet achat? C'est normal, l'Inde, elle a ses stocks de sécurité, elle doit assurer. Chaque pays maintenant, il cherche ses intérêts, c'est ça le nouvel ordre économique mondial et géopolitique. Donc chaque pays cherche ses intérêts. Et actuellement, la nouvelle carte mondiale, ils vont utiliser les anciens protocoles de 1930, donc les protocoles de 1889, et 1830, ils vont les utiliser
et les États-Unis sont en train de jouer leur carte pour essayer, c'est-à-dire de revenir à l'hégémonie mondiale. C'est les protocoles connus depuis 2 siècles. Oui. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est le même schéma qu'ils ont fait en 1889, mais maintenant avec une nouvelle version nouvelle, où les États-Unis veulent dominer le monde avec les matières premières, surtout avec le gaz, le pétrole. Maintenant, le seul pays qui peut livrer le gaz aux Européens, c'est les Américains. Ni l'Irak, ni le Qatar, ni l'Algérie, ni les pays producteurs de gaz, ni l'Iran ne peut assurer le manque de gaz aux États-Unis. Il y a 3000 entreprises de gaz de schiste qui ont fait faillite aux États-Unis. Oui. C'est des grands bonnets, c'est des grands industriels. Ils ont fait pression sur Biden et maintenant, Biden, il joue sa carte pour que ces entreprises à $100, ils peuvent vendre le gaz de schiste avec un bénéfice de 100%. Et nous serons ravis, monsieur. Une économie qui est utilisée. Oui, nous serons ravis, monsieur Nabil Djemara, de vous avoir sur une nouvelle édition spéciale justement qui sera consacrée au gaz. Ça serait un honneur pour nous de vous avoir sur cet épisode. Vous étiez en direct avec nous via Skype. Je le rappelle, vous êtes économiste. Merci également à monsieur Driss Cherif, politologue algérien. Vous étiez avec nous en direct via téléphone. Et voilà, c'est la fin de cette émission. À 19h, le journal présenté par Riyad Lahri. Retrouvez une nouvelle édition spéciale conflit en Ukraine demain avec Leila Gertal. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur Al24 News.